Bonjour à tous, donc je vous propose de démarrer cette présentation. Bienvenue donc à cette webconférence programmée par Cercal qui s'inscrit dans le cadre de notre Tour de France dédié au décryptage de la RE 2020 qui a été initié en janvier dernier. Vous participez à ce webinaire parce que justement vous avez pu participer à une de ces étapes. Et nous n'avions pas pu vous présenter l'étude sur l'application de la RE 2020 et ses conséquences sur le logement collectif et la maison individuelle que nous avons commandité et en lien avec le cabinet Pouget Consultant. Vous êtes aujourd'hui plus de 518 participants à vous être inscrits à cette webconférence et nous vous en remercions. J'ai donc de manière arbitraire coupé vos micros et caméras. Vous pourrez en revanche bien sûr poser toutes vos questions tout au long du fil de la présentation sur le chat dédié à ces effets et nous aurons un temps dédié à ces réponses juste après la présentation. C'est également une webconférence qui est enregistrée, ce qui permettra à ceux qui n'auraient pas pu participer aujourd'hui leur envoyer le replay. Je laisse donc tout de suite la parole à nos experts du cabinet Pouget Consultant, Thomas Lemerle et David Lebagnier, ainsi qu'à Francis Stifano de notre direction études et recherches et Lucille Berlia. Je te laisse la parole, Francis. Merci Lisa pour cette introduction. Tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être présents très nombreux pour cette webconférence sur la RE 2020. Donc, je vous propose d'échanger autour de l'étude Pouget que nous avons missionnée entre avril et mai dernier afin d'établir donc les résultats de cette étude. Donc, en termes de sommaire, je vous propose donc de vous présenter donc dans un premier temps le calendrier, la présentation de l'étude avec les différents types de bâtiments qui ont été étudiés. Un petit rappel des indicateurs de la RE 2020, les nouvelles hypothèses de calcul, le BBio, le DH, l'inconfort estival, le CEP, le CEPNR, IC Énergie, IC Construction. Donc c'est une première partie et donc je vais présenter avec Thomas Lemerle de Pouget Consultant qui va nous prendre à peu près 45 minutes. Et ensuite, nous allons avoir une séance de questions-réponses à peu près 30 minutes environ, sur lesquelles vous pouvez poser dès maintenant vos questions sur le chat et que nous relayerons à la fin effectivement de cette dernière partie. Je vous propose maintenant d'aborder le calendrier de la RE 2020. Par rapport à cette RE 2020, donc il faut savoir donc les travaux, donc on ne va pas refaire le passé, mais ont été initiés depuis un certain nombre d'années. Ça fait plus d'un an et demi effectivement qu'on parle de cette RE 2020 et sachez que normalement aujourd'hui on est le 2 juillet, donc normalement aurait dû rentrer en application la RE 2020 au 1er juillet 2021, c'est-à-dire hier. Et donc là aujourd'hui il faut savoir donc en termes de calendrier, donc ont été étudiés les usages concernés dans le GTM modélisateur en fait, donc la maison et résidentiel collectif et les bureaux enseignement. En termes de calendrier, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la maison individuelle et collectif, au niveau du résidentiel, donc on a eu déjà les projets d'arrêté qui sont fait l'objet de consultations publiques, donc françaises et européennes. On est à la sortie de ces consultations et donc on peut penser que la sortie des textes, et on a quelques infos comme quoi ça sortirait courant juillet 2021. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la disponibilité publique des moteurs RE 2020, là aussi, donc le moteur de calcul du CSTB qui embarque effectivement la méthode THBCE RE 2020 a été mise à disposition des éditeurs de logiciels et qu'une mise à disposition des logiciels, en fait, je dirais RE 2020 serait prévue pour courant juillet. Donc ensuite, sur la maison et le résidentiel, donc on est, comme je viens de vous le dire, en attente de la sortie de l'arrêté. Et donc là, l'application
serait au 1er janvier 2022 sur la partie maison et résidentielle. Ensuite, sur les bureaux et enseignements, donc là, il y a des premiers travaux qui ont été lancés, notamment par le groupe modélisateur depuis certains mois. Donc, une application qui serait courant 2022. Là aussi, on ne sait pas à la date exactement. Est-ce que c'est... bon, je pense que ça ne sera pas avant juin 2022. Il ne faut pas se voiler la face. Mais là aussi, donc, on attend effectivement plus d'informations à ce sujet-là. Et puis, faut savoir aussi que dans cette RE 2020, il y a d'autres usages. Donc, tout ce qui est établissement personnes âgées dépendantes, commerce, hôtel, hébergement et gymnase. Donc là, l'info que nous avons aujourd'hui, c'est que le groupe modélisateur des différents bureaux d'études aujourd'hui n'a toujours pas débuté et que sur ces usages, il est clair que l'application, je ne vois pas comment elle pourrait être à venir avant, j'irai début 2023 et encore. Donc là aussi, je pense qu'on va avoir une sortie de l'RE 2020 en 3 étapes. Le résidentiel au 1er janvier 2022, bureau et enseignement, donc primaire et secondaire qui vont arriver derrière, et après les autres usages tertiaires. Voilà ce qu'on peut dire en termes de timing. Peut-être juste, il y a une question sur le slide d'avant, une personne demande ce que veut dire GTM, on peut peut-être y répondre tout de suite. GTM, c'est le groupe modélisateur des bureaux d'études qui ont travaillé pour le calage des niveaux réglementaires RE 2020 au sein, au sein du, quand missionné par les pouvoirs publics. Dans le cas d'un appel d'offres public, parce que de toute façon, il y a obligation de passer par ce biais-là, et c'est pour ça aujourd'hui aussi, comme je viens de le dire, au niveau des autres usages, le GTM aujourd'hui devra aussi être missionné pour travailler sur les autres usages tertiaires, EHPAD, commerce, etc. Donc, c'est groupe modélisateur des différents bureaux d'études. Alors, donc on a confié effectivement donc à Pouget Consultant en février, mars, avril, donc une étude afin d'observer effectivement les conséquences sur l'application de la RE 2020. Donc cette modélisation a été faite sur 3 bâtiments. Donc le but c'était bien de décrypter cette nouvelle RE 2020, notamment sur la partie résidentielle. Donc sur les indicateurs énergétiques, on y reviendra tout à l'heure, les indicateurs carbone et les indicateurs confort d'été. Donc ont été prises en compte sur cette pour cette étude 2 immeubles collectifs, donc un bâtiment en R+2 de 12 logements, un bâtiment en R+3 de 48 logements, et puis une maison accolée en R+1 inférieure à 100 mètres carrés. Et vous avez ici donc un synopsis de présentation des façades. Donc on voit bien à gauche les 12 logements. Donc on est sur des logements, sur des bâtiments relativement compacts. 12 logements sur le bâtiment de gauche et les 48 logements sur sur le bâtiment en bas sur la présentation. C'est important aussi, vous verrez, je pense que ça sera dit tout à l'heure, que la notion de compacité, la notion de surface habitable est des choses aujourd'hui que les bureaux d'études vont s'approprier, parce que vous verrez que, et ça sera expliqué dans la suite de l'exposé tout à l'heure, que c'est la prise en compte des surfaces habitables, surface moyenne de bâtiments, surface de logement, induit aussi notamment des corrections, notamment sur les coefficients Bébio et autres, et on verra tout à l'heure. Voilà. Slide suivante, Thomas. Alors, on a souhaité, effectivement, avant de rentrer dans les résultats de cette étude, c'est de vous faire un petit, je dirais, un petit retour en arrière par rapport aux différents indicateurs de la RE 2020. Donc, sur l'aspect énergie, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, donc les indicateurs qui vont être réglementés, c'est bien le BBio, donc les besoins bioclimatiques du bâtiment. On y reviendra aussi tout à l'heure. Thomas précisera effectivement ce qui est nouveau dans ce BBio. L'indicateur réglementaire qui sera le CEP non renouvelable, donc consommation en énergie primaire non renouvelable. Et le CEP, consommation en énergie primaire. Donc ça, c'est les 3 indicateurs énergétiques. Ensuite viennent s'accrocher 2 nouveaux indicateurs réglementaires de la RE 2020 qui sont
l'IC construction, donc l'impact carbone des matériaux et équipements, donc y compris la partie chantier, l'IC énergie, donc l'impact carbone des consommations énergétiques, et puis le dernier petit nouveau indicateur, c'est-à-dire c'est le degré heure, donc le confort estival, donc le nombre d'heures d'inconfort en période estivale caniculaire, qui va se substituer au calcul de TIC et TIC-REF aujourd'hui, qui n'est pas dimensionnement dans le cadre de la RT 2012. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle effectivement d'une RE 2020, donc c'est bien énergie, carbone et confort d'été. Et puis vous entendrez parler, je dirais via les différents bureaux d'études avec qui vous travaillez, d'indicateurs sans seuil. Alors les pouvoirs publics aujourd'hui ont souhaité effectivement de regarder aussi l'impact carbone plus large bâtiment et parcelles. L'impact carbone, ce qu'on appelle notamment des déclarations environnementales par défaut. Vous verrez que le choix de données environnementales via des FDES ou des PEP, et puis à côté des indicateurs par défaut, ben là aussi il y a tout un sujet comment dire, par rapport aux évolutions futures et au calage futur de ces réglementations 2025, 2028, 2031. Donc il y a un sujet effectivement sur les données environnementales, et puis un indicateur aussi, ce qu'on appelle le stockage carbone, qui est un indicateur aussi qui est sans seuil, mais qui est indicatif. On peut penser que ces indicateurs indicatifs, par la suite, pourront être rendus obligatoires par les pouvoirs publics dans les évolutions futures des paliers réglementaires dans quelques années. Donc, juste pour finir, on a bien des indicateurs, ce qu'on appelle réglementaires, énergie, carbone, c'est ce qui est encadré, et puis des indicateurs sans seuil. Et puis, juste pour un petit rappel, on a vécu effectivement l'expérimentation du label E+C-, ont été écartés par les pouvoirs publics les indicateurs suivants, donc le bilan BPOS, le ratio de chaleur renouvelable, et je l'ai dit tout à l'heure, le TIC, donc l'inconfort d'été, remplacé par le DH de cette nouvelle RE 2020. Voilà. Alors, un point, si tu peux dérouler aussi, Thomas, comme ça, jusqu'en bas, merci. Donc, un point important aussi, et qui a été dit, et qui bouleverse un peu les ratios qu'on a en tête aujourd'hui, c'est que la surface de référence, aussi bien pour les calculs énergétiques et carbone, c'est entériné, c'est validé, c'est très bien pour tout le monde, ça fait des années qu'on avait demandé, pour notamment, c'est la prise en compte d'une surface habitable en logement et d'une surface utile en tertiaire. Donc tous ces indicateurs sont bien ramenés en surface habitable, si on prend le résidentiel, en surface habitable, pardon, pour le résidentiel. Autre point aussi qui a fait l'objet de débats, je dirais, hautement politiques sur le sujet, c'est les coefficients d'énergie primaire de l'électricité qui sont passés de 2,58 avec la RT 2005, RT 2012 et qui maintenant sont à 2,30 pour le coefficient d'énergie primaire de l'électricité. Sont intervenus aussi des changements par rapport aux facteurs d'émission sur les par rapport aux consommations énergétiques et la transcription en équivalent CO2. Chauffage électrique est passé de 210 grammes de CO2 kWh à 79 grammes CO2 du kWh. Le gaz est passé de 240 à 227, gaz naturel. Ensuite, des points aussi qui ont été revus, c'est de nouvelles stations météo qui ont été prises en compte, notamment pour La Rochelle, qui a été modifiée. Il y a quelques petites, notamment dans le sud aussi, donc des fichiers météo qui ont été revus. Ensuite, et ça sera dit tout à l'heure, l'hypothèse de besoin de chaud augmente, notamment par l'évolution des fichiers météo dans la méthode de calcul THBCE. Et puis, on sait pertinemment aujourd'hui sur l'hypothèse des besoins d'eau chaude, qui est basée sur une étude qui a été faite par les pouvoirs publics. On a des besoins hebdomadaires qui diminuent, donc on a une baisse aussi des consommations d'eau chaude sanitaire. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, des évolutions dans la méthode de calcul suivant, comment dire, la station météo. Voilà. Merci Francis. Du coup, bonjour à tous. Donc maintenant, on va passer en revue les différents indicateurs de la RE 2020. Et puis on va commencer par le BBio.
Donc, pour rappel, le BBio, il est exprimé en points. Et sa formule conventionnelle, c'est 2 fois les besoins de chauffage, plus 2 fois les besoins de froid, plus 5 fois les besoins d'éclairage. Et la nouveauté par rapport à la RT 2012, c'est qu'on prend en compte systématiquement les besoins de froid, parce que la RE 2020 veut vraiment mettre l'accent sur la prise en compte du confort des aisés. Et pour rappel, en RT 2012, on calculait les besoins de froid uniquement quand on avait de la clim installée. Donc ensuite, si on regarde comment ce BBio a évolué, en RT 2012, le BBio max, il était à 60 points en zone H2B. Donc la zone H2B, c'est la zone au centre de la France, c'est la zone dite pivot. Et donc si on prend ce bâtiment à 60 points en zone H2B et qu'on change rien et qu'on le modélise en RE 2020, on arrive à 90 points. Donc ça, c'est notamment dû au changement de surface de référence et aux différentes nouvelles hypothèses que Francis a expliquées. Ensuite, du coup, on a fait un graphique pour expliquer un peu ce nouveau BBio. Donc ici, on retrouve le découpage suivant le BBio chaud, froid, qui prend en compte systématiquement et l'éclairage. Et on retrouve le 90 points, donc qui équivaut en fait aux 60 points en RT 2012. Et la nouvelle exigence en RE 2020, ça va être environ un BBio RT12 moins 30%. Donc c'est la colonne de droite ici, donc ça veut dire à peu près 65 points en zone H2B. Pour rappel, en RT 2012, d'après la base OPE, donc la base de données de toutes les études thermiques de la RT 2012, on avait déjà un gain de moins 23% en logement collectif. Donc on voit que la marche entre RT 2012 et RE 2020, elle n'est pas si élevée finalement. On s'est intéressé à la maison pour savoir quelles seraient les incidences de ce nouveau BBio. Donc ici, pour cette maison, dans un premier temps, on a appliqué ce qu'on appelle des prestations standards 2019. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, c'est des prestations représentatives des pratiques courantes en 2019 d'après la base OPE, donc la base de données des études publiques. Donc ici, on est resté en mode constructif traditionnel avec 12 cm d'isolation par l'intérieur et par exemple 45 cm de laine de verre pour le plancher haut. On voit qu'avec ces prestations, on arrive déjà à un gain BBio RT12 de moins 14%. Donc ça traduit le fait que la maison, elle est quand même assez compacte. Ensuite, en RE 2020, du coup, l'objectif, c'est BBio RT12 moins 30%. Donc les incidences, c'est que on reste en mode constructif traditionnel. On vient juste améliorer un petit peu toutes les prestations. Par exemple, on passe à 14 cm de laine de verre dans les murs. Donc ce qu'il faut retenir pour la maison avec ce nouveau BBio, c'est qu'a priori, ce sera accessible à tous les modes constructifs. Ensuite, on a fait le même exercice pour les logements collectifs, donc le bâtiment de 12 logements et le bâtiment de 48 logements, auquel également on a appliqué des prestations standards 2019. Donc ici, c'est des modes constructifs traditionnels avec par exemple 12 cm de polystyrène dans les murs et 14 cm de polyuréthane en toiture. Là, pour ces bâtiments RT 2012, on avait déjà un gain de moins 15% et moins 28% pour ces deux bâtiments. Donc ça traduit le fait également que ces bâtiments ils étaient plutôt compacts et que le BBio en RT 2012 pour les logements collectifs, il était quand même rarement dimensionnant. Du coup, on a basculé ces bâtiments en RE 2020. Donc pour le 48 logements, il doit atteindre un BBio RT12 moins 30%. Donc comme il était déjà à moins 28%, au final, on a juste amélioré la perméabilité à l'air, et puis on est resté sinon sur les mêmes prestations. Par contre, sur le 12 logements, la particularité pour les logements collectifs, c'est qu'on a eu une modulation suivant la surface totale du bâtiment. Du coup, pour les petits bâtiments, donc là par exemple 12 logements, on doit atteindre plutôt environ un BBio RT12 moins 20%.
Donc là, sur ce bâtiment, ça se traduit comme pour la maison. On reste en mode constructif traditionnel, on vient par contre augmenter un petit peu l'épaisseur d'isolant dans les murs et on améliore un petit peu toutes les prestations. Donc au final, pour les logements collectifs, le Babyomax RE 2020, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il sera accessible a priori à tous les modes constructifs. Donc un nota quand même sur ces bâtiments, comme on l'a expliqué, ils sont assez compacts, donc on a des prestations plutôt modérées. Par exemple, pour un bâtiment de 48 logements, il sera plutôt courant d'avoir 12 cm d'isolant dans les murs, par exemple. Donc ça, c'était pour le Babyo. Maintenant, on va passer au confort d'été, donc avec le nouvel indicateur, donc les degrés heures. Donc la formule, elle est assez simple. C'est la somme des heures multipliée par à chaque fois qu'on a une température intérieure ressentie supérieure à la température de confort. Donc la température de confort, elle a été estimée environ à 26 degrés dans le logement. Donc par exemple, si on passe 1 heure à 30 degrés, on a 4 degrés heure. Ce qui est vraiment important de savoir avec les degrés heure, c'est qu'on a un calcul systématique et même si on a de la climatisation réelle qui est installée. Parce que si on a de la climatisation réelle, on pourrait penser que les degrés heure sont nuls. Mais là, dans la RE 2020, on considère pas les apports de froid pour les degrés heure. Donc ça, c'est pour vraiment mettre l'accent sur la conception bioclimatique et la résilience des bâtiments. Ensuite, pour les degrés heure, le scénario météo qui est utilisé, c'est pas le scénario conventionnel comme pour le Babyo ou le CEP. Là, on utilise la canicule de 2003. Donc en fait, c'est parce que c'est une canicule qui va être représentative en termes de durée et d'intensité des futures canicules qu'on va avoir d'ici 2050. Et pour ces degrés heure, on a 2 seuils qui ont été proposés. Donc un seuil haut à 1250 degrés heure. Donc si on est au-dessus, notre bâtiment est non conforme. Et un seuil de 350 degrés heure. Si on est en dessous, notre bâtiment est conforme et jugé confortable. Par contre, si on se situe entre 350 et 1250, là, on a la prise en compte d'un forfait de pénalisation qui, en fait, est proportionnel au degré heure et vient s'ajouter sur l'indicateur CEP. Donc ça, c'est pour illustrer le fait que les occupants, des fois, ils installent une clim après la livraison du bâtiment. Donc ce forfait de pénalisation, par exemple, si on a 1000 degrés heure en zone H2B, on a à peu près 7 kWh de clim qui viennent s'ajouter. Et en général, ce forfait de pénalisation, il est inférieur aux consommations de clim réelles. La particularité aussi pour les logements collectifs, c'est qu'on calcule les degrés heure en distinguant les parties traversantes et non traversantes. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand on fait une STD, donc une simulation thermique dynamique, on vient calculer les degrés heure pièce par pièce ou logement par logement. Là, en RE 2020, on va faire quelque chose de plus grossier, où on va regrouper tous les logements dits traversants et tous les logements dits non traversants. Donc pour rappel, un logement traversant, c'est un logement qui a des menuiseries, des fenêtres, sur 2 façades orientées différemment. Ensuite, on peut se demander comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer ces degrés heure. Donc on a listé ici quelques leviers. Donc on a des leviers plutôt architecturaux et de conception, donc avec l'orientation à la surface des baies, des casquettes, augmenter l'inertie ou faire un maximum de logements traversants. On a ensuite un levier qu'on appelle occultation perméable. Donc on a mis quelques exemples, donc ça peut être des volets ajourés type persienne, des brise-soleil ou encore des volets à projection. Donc ça c'est bien valorisé en RE 2020 parce qu'en fait on considère la nuit, on va fermer les volets pour garder de l'intimité et un sentiment de sécurité, mais on va ouvrir les fenêtres en période de canicule pour pouvoir refroidir le logement la nuit. Donc si on a des occultations perméables, donc des occultations qui laissent passer l'air,
la nuit, on peut avoir un courant d'air qui se crée et donc ça rafraîchit le logement. Ensuite, on a aussi la gestion des occultations qui est bien valorisée avec des occultations automatiques. On a aussi les brasseurs d'air qui impactent la température ressentie en augmentant la vitesse de l'air, donc qui sont bien valorisés dans le moteur de calcul. À noter sur les brasseurs que si on a de la clim, les brasseurs deviennent inactifs parce qu'on considère qu'on ne peut pas combiner de la clim et des brasseurs en même temps. On a aussi le géocooling comme solution passive qui sont valorisées, où on vient chercher des calories gratuites dans le sol sans intervention de pompe à chaleur. Ensuite, on a regardé pour le bâtiment de 48 logements, à combien on arriverait en termes de degrés-heure. Donc, on a testé ici sur 3 zones, donc la zone H1A qui est la zone du nord, la zone H2B, la zone centrale, donc la zone pivot, et la zone H3 qui fait tout le pourtour méditerranéen. Donc les bâtiments de base, on les a simulés avec des volets roulants manuels motorisés. Donc en zone H1A et en zone H2B, on voit qu'on est largement en dessous du seuil de 1250 degrés-heure. Par contre, en zone H3, donc la zone méditerranéenne, on voit que sur la zone non traversante, notre bâtiment n'est pas réglementaire car on est au-dessus du seuil haut. On voit aussi la différence entre la zone traversante et non traversante, où les zones traversantes sont beaucoup plus faibles en termes de degrés-heure. Donc pour ce bâtiment non conforme en zone H3, on a testé quelques améliorations pour voir si ça permettait de passer les degrés-heure. Donc on a testé les occultations perméables, des volets roulants automatiques ou encore un brasseur par logement. Et donc on voit que chacune de ces améliorations indépendantes permet au bâtiment d'être réglementaire. Thomas, est-ce que tu pourrais préciser juste une petite question, Francis, là, la différence entre volet roulant motorisé, que tout le monde comprend bien, et volet roulant automatique? La question vient d'être posée. D'accord. Voilà. Donc des volets roulants motorisés, en fait, ils sont à gestion manuelle. Mais ils sont motorisés parce qu'on a juste à appuyer sur un bouton pour qu'ils descendent. Alors que des volets roulants automatiques, ils descendent automatiquement en fonction de la chaleur ressentie de la température intérieure du logement, de l'éclairement du soleil. Et donc, ils vont descendre et monter automatiquement pour optimiser au mieux les apports de chaleur. Donc, en gros, il y a une sonde qui va récupérer effectivement la courbe du soleil et qui va pouvoir positionner le volet de manière automatique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Merci. Et donc, au final, sur les degrés-heure en logement collectif, on a conclu sur ce bâtiment qu'ils étaient non contraignants en dehors des zones H2D et H3. Par contre, pour ce bâtiment, sur les zones H2D et H3, il va falloir prévoir des améliorations. Donc ici, on en a listé 3, mais il peut y en avoir d'autres, comme on vous a listé sur la slide précédente. Et par contre, sur d'autres bâtiments, peut-être qu'il va falloir combiner des améliorations pour que ce bâtiment soit réglementaire, notamment en zone H3. Ensuite, on a fait le même exercice pour la maison. Donc, on a regardé sur les 3 zones climatiques, tout d'abord avec le bâtiment de base, donc avec des volets roulants motorisés. Et là, pour cette maison, comme les maisons, en fait, elles sont considérées en zone traversante, eh bien, le seuil haut est atteint assez facilement sur les 3 zones. Donc, on a testé également les 3 mêmes améliorations pour voir où est-ce qu'on pouvait descendre en termes de degrés-heure. Et donc, au final, quelles incidences en maison? A priori, sur cette maison, le seuil, il sera pas contraignant sauf pour certaines maisons en zone H2D ou H3. Et si jamais le seuil est contraignant, il faudra prévoir quelques améliorations, donc soit ces 3 ici, soit les améliorations listées précédemment. Parce qu'on peut penser notamment que des maisons avec des grandes surfaces vitrées ou des fenêtres de toit, elles sont un peu plus contraignantes en termes de degrés-heure. Justement, excuse-moi,
Il y a des questions très précises, notamment qui ont été posées sur le chat. On répondra tout à l'heure, notamment par rapport aux zones de bruit et autres. On va laisser Thomas continuer la présentation. On reviendra sur toutes ces questions. D'accord. Oui, effectivement, on n'a pas parlé de zone de bruit pour pas trop complexifier la présentation ici. Donc ça, c'était la partie confort d'été. Maintenant, on va parler de consommation énergétique avec les deux indicateurs CEP-NR et CEP. Donc le CEP, il était déjà présent en RT 2012, donc la méthode de calcul, elle ne change pas. Donc en fait, on vient regarder tout ce qui rentre et tout ce qui sort de la parcelle en termes de consommation énergétique, donc de consommation de gaz, d'électricité, de réseau de chaleur ou de bois. Et le nouveau de la RE 2020, c'est l'indicateur CEP-NR. Donc là, la méthode de calcul, c'est que les kilowattheures bois et les kilowattheures de réseau de chaleur renouvelable sont comptés comme nuls. Donc en fait, ce CEP non renouvelable, il va contraindre les systèmes gaz, les systèmes électriques et les réseaux de chaleur sans ENR. Par contre, le CEP, lui, va contraindre plutôt les systèmes bois et les réseaux de chaleur avec ENR. Donc pour illustrer ces différences, on a fait ici ce graphique, donc où ici on présente le CEP-NR. Donc on a mis des valeurs théoriques et des seuils théoriques, c'était juste pour illustrer les différences CEP-NR et CEP, c'est pas les seuils de la RE 2020 ici. Donc pour le gaz, on voit que le CEP-NR, on prend en compte toutes les consos, et le gaz, il va être contraint par le seuil CEP-NR. Par contre, si on regarde le bois, les kilowattheures de chauffage et les kilowattheures de CS, ils sont pris égal à 0. Donc le CEP-NR, il n'est pas contraint par le bois. Le bois, il n'est pas contraint par le CEP-NR. Ensuite, si on regarde le CEP, pour le gaz, on a exactement les mêmes consommations. Donc le gaz ne va pas être contraint par le seuil CEP. Et par contre, le bois, là, on va prendre en compte les consommations. Donc lui, il va être contraint par le CEP. Donc en fait, l'articulation de ces deux indicateurs, elle donne un droit à consommer aux solutions ENR, notamment pour compenser le manque de performance des chaudières bois. Et en fait, ça remplace la modulation qui s'appelait MCGES, RT 2012, qui donnait un droit à consommer de entre 10 à 30% pour les solutions ENR. On peut remarquer aussi qu'on a un nouvel usage ici, en marron, c'est l'usage déplacement, donc qui prend en compte les consommations d'éclairage des parkings, les consommations des ascenseurs et aussi la ventilation mécanique des parkings, donc qui elle est présente quand on a plus de 2 niveaux de sous-sol. Donc pour les consommations d'éclairage, en fait, ça va pousser les projets à utiliser de l'éclairage LED en parking. Et à activer la détection de présence également. Nous d'ailleurs, c'est ce qu'on a pris dans toutes nos simulations en base. Et donc en ordre de grandeur, l'usage déplacement en logement collectif, il est d'environ 5 kWh. La nouveauté par rapport à l'RT 2012 aussi, c'est sur la prise en compte du photovoltaïque. Donc ici, on va prendre en compte uniquement la part auto-consommée sur les usages réglementaires. Donc c'est environ 20% de la production photovoltaïque. Donc en fait, le photovoltaïque, il est beaucoup moins bien valorisé qu'en RT 2012, et donc il permet de faire beaucoup moins de gains sur le CEP. Donc ensuite, on s'est posé la question du positionnement de différents systèmes énergétiques. Donc ici, on a regardé en logement collectif. Donc on a testé 8 systèmes plutôt courants. Donc ici, on a représenté plutôt les productions de chauffage en haut et les productions de CS en bas. Donc on a testé les chaudières gaz seules, collectives ou individuelles. Les chaudières gaz collectives couplées à du solaire thermique ou à une pompe à chaleur qui ferait l'ECS avec l'appoint en gaz. On a testé aussi des solutions électriques, donc avec des panneaux rayonnants, ou la solution composite, où on met un split qui fait du chaud et du froid dans le salon et des panneaux rayonnants dans les chambres. Et on a aussi testé une solution réseau de chaleur avec 50% de NR
et la pompe à chaleur collective double usage, qui fait du coup le chauffage et le CS. Donc pour ces 8 systèmes, on a regardé le CEPNR, à combien on arrivait en zone H2B, donc la zone centrale de la France, la zone pivot. Et on a simulé ces bâtiments en respectant tout juste le BBio RE 2020. On a regardé le CEPNR et non pas le CEP, parce qu'en fait le CEPNR, c'est ce qui va contraindre les systèmes au gaz et à l'électricité. Donc ici, on a un seuil qui est environ à 70, donc qui va contraindre légèrement la chaudière gaz collective, et il va contraindre fortement les solutions dites effet Joule, donc les solutions électriques, donc ici les panneaux rayonnants, et la solution composite split plus panneaux rayonnants. Et ensuite, pour positionner ces systèmes en RE 2020, la nouveauté, c'est qu'on doit aussi regarder l'impact carbone lié aux consommations énergétiques. Donc en fait, on reprend les consommations énergétiques et on multiplie par un facteur d'émission carbone. Donc en logement collectif, on a 2 seuils. On a un seuil en 2022, ici le trait en pointillé, et on voit qu'il est non contraignant pour tous les systèmes. Et on a un seuil en 2025 qui lui va être contraignant, on voit ici pour les chaudières gaz seules, donc même avec un très fort renforcement de l'isolation, ces solutions elles vont être exclues en 2025. Et ensuite, ce IC Énergie va contraindre les systèmes gaz plus solaire et gaz plus chauffe-eau-thermo, et il va contraindre aussi les réseaux de chaleur. Donc pour synthétiser, on a fait plusieurs catégories. On a fait une catégorie qu'on appelle solutions compatibles 2025. Donc ici, on a la chaudière gaz plus le solaire et les panneaux rayonnants. Et ces solutions, elles sont compatibles 2025, mais avec un fort renforcement du bâti. Donc par fort renforcement, on entend en fait changement de mode constructif, donc où on passe en façade bois ou en isolation par l'extérieur. En gros, c'est un équivalent de BBio combien par rapport au calage RE 2020 ? C'est un BBio environ moins 60%. Donc c'est très, très exigeant. Ensuite, on a ces 3 solutions qui sont compatibles 2025, mais avec un léger renforcement du bâti. Donc là, on peut rester en mode constructif traditionnel avec une isolation par l'intérieur, mais on va devoir renforcer un petit peu le bâti. Et pour finir, on a une solution qui est compatible 2025 sans renforcement supplémentaire de l'isolation, c'est la pompe à chaleur collective. Ensuite, on a fait le même exercice de positionnement des systèmes énergétiques en maison. Donc ici, on a regardé pareil 8 systèmes. Donc on a regardé des systèmes gaz seul, gaz combiné à du solaire ou un chauffe-eau-thermo, une pompe à chaleur hybride, donc gaz plus pompe à chaleur. On a regardé aussi des solutions électriques, donc avec des panneaux rayonnants seuls, combinés avec un split ou avec un poêle à bois. Et on a regardé aussi la solution pompe à chaleur double usage. Donc comme en logement collectif, on a regardé le CEPNR en zone H2B avec un bâti qui respecte tout juste le BBio RE 2020. Donc là, le CEPNR, il va contraindre, comme en logement collectif, les solutions effet Joule, donc les panneaux rayonnants et les panneaux rayonnants couplés à un split. Sur la partie IC Énergie, par rapport au logement collectif, ici, on a juste un seul seuil qui va s'appliquer dès 2022 et qui sera beaucoup plus contraignant, en fait. Donc ce seuil de 2022, en fait, il va exclure les solutions gaz qui, même avec un très fort renforcement de l'isolation, ne vont pas réussir à être réglementaires. Donc on a ici 2 solutions qu'on a appelées compatibles 2022 avec un renforcement du bâti. Donc comme en logement collectif, c'est des solutions électriques. Et on a ici 2 solutions compatibles 2022 sans renforcement supplémentaire de l'isolation. Sur la pompe à chaleur hybride, on voit qu'elle est assez près du seuil IC Énergie.
Donc là, il va falloir plutôt optimiser la régulation sur l'ECS pour faire plus souvent fonctionner la PAC sur l'ECS pour essayer de baisser ce IC énergie. Maintenant, on va passer au dernier indicateur. Donc, c'est l'indicateur IC construction, donc pour l'impact carbone de la construction. Donc là, en fait, on vient calculer l'impact carbone de tous les matériaux et de tous les équipements qu'on met en œuvre sur notre bâtiment. Donc, comme dans le plus et moins, on va faire une ACV, donc une analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va regarder tous les matériaux, on va leur associer la quantité mise en œuvre et une fiche carbone pour estimer l'impact carbone sur le projet. Donc, comme dans le plus et moins, on a un découpage suivant 13 lots. Donc ici, le lot 1, donc le lot VRD, donc tout ce qui est voirie, on va compter uniquement les réseaux et les parkings extérieurs. Donc, par rapport à plus et moins, on ne va plus compter tout ce qui est voirie, cheminement piétonnier ou clôture. Ensuite, on a les lots 2 à 7, donc ça, c'est les lots plutôt architecturaux. Ici, il n'y a pas de changement par rapport à E plus et moins. Et ensuite, dans le plus et moins, on avait ce qu'on appelait des valeurs forfaitaires pour les lots 8 à 12. Donc ici, on ne venait pas calculer les quantités. On avait une valeur fixe qu'on prenait tout le temps de la même manière. Donc c'est ce qu'on appelait une valeur forfaitaire. En RE 2020, ça a un peu changé. Donc pour le lot 8, on va avoir une valeur forfaitaire, mais seulement sur le lot 8.1, c'est-à-dire les équipements de production de chauffage et de stockage ECS. À noter tout de même que cette valeur forfaitaire, elle est assez élevée. Donc on a des gains significatifs qui peuvent être réalisés dès 2022 en faisant une saisie détaillée. Ensuite, sur les lots 8.2 à 8.7 et lot 9, on n'a plus de valeur forfaitaire. Donc là, on va devoir compter tous les réseaux de ventilation, de chauffage, d'eau chaude, d'eau froide, de plomberie, pour faire un calcul détaillé. Ensuite, sur les lots 10 et 11, donc les lots ELEC, ici, on a toujours une valeur forfaitaire qui est disponible. Sur le lot 12, le lot ascenseur, la valeur forfaitaire a été retirée. Mais pour tous les lots où la valeur forfaitaire a été retirée, en fait, c'est pas un problème parce qu'on a pas mal de fiches sur la base IGNES. Donc la base IGNES, c'est la base qui regroupe toutes les fiches carbone, où on a des valeurs pour pouvoir faire un calcul détaillé. Ensuite, on a le lot 13, c'est le lot photovoltaïque, et le lot chantier qui vient se rajouter également. Sur le IC construction, le gros changement par rapport à E plus et moins, c'est la méthode de calcul en fait, où on vient faire une ACV dite dynamique. Alors qu'en E plus et moins, on faisait une ACV dite statique. Donc pour expliquer la différence, on a fait ce petit graphique ici, où on a le temps en abscisse qui va de 0 à 50 ans, 50 ans étant la durée de vie conventionnelle d'un bâtiment dans la RE 2020. Et donc, on voit qu'en ACV statique, on avait un coefficient qui était tout le temps égal à 1. Donc, peu importe qu'on émettait à l'année 0 ou à l'année 50, les émissions étaient comptées de la même manière. En ACV dynamique, on a un coefficient de pondération qui vient s'appliquer suivant la date de l'émission. Donc, par exemple, si on émet à l'année 50, on va prendre en compte 40% de moins d'émissions. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, pour les solutions constructives dites traditionnelles, en fait, les ordres de grandeur, ils vont pas changer. Ça va être seulement sur les matériaux qui stockent du carbone où l'impact il va être fortement diminué. Donc ici, on a pris l'exemple d'un bâtiment en béton, dans le plus et moins. Si on le passait en structure bois, donc en CLT, par exemple, on avait un gain de 80 kg de CO2 par mètre carré. Maintenant, en RE 2020, avec la CV dynamique, on aura un gain de 190 kg. Donc là, pour illustrer, on a pris vraiment un cas extrême. Donc, parce que le CLT, c'est du bois massif, donc ça stocke beaucoup de carbone. Sur la plupart des projets traditionnels,
le passage d'ACV statique à dynamique, finalement, il ne va pas bousculer nos ordres de grandeur. On peut aussi se demander la lisibilité de cet ACV dynamique pour les acteurs non bureaux d'études, donc les acteurs non spécialisés, parce qu'actuellement, dans la base IGNES, les valeurs sont en ACV statique. Donc on espère qu'il va y avoir une traduction en ACV dynamique pour faciliter la lisibilité des ACV. Ensuite, sur l'indicateur IC construction, on a 4 seuils évolutifs qui ont été proposés, donc de 2022 à 2031, pour les maisons et les logements collectifs. Et sur ces seuils, on a pas mal de modulations qui viennent s'appliquer et qui sont assez impactantes. Donc, par exemple, ici, pour les logements collectifs, on a une modulation suivant la surface totale du bâtiment. Donc, avec un IC construction qui va être plus contraignant pour les petits bâtiments, parce qu'en fait, on considère qu'ils n'ont pas d'ascenseur. Et pour les gros bâtiments, on a une modulation également qui sera plus contraignante, parce qu'en général, les grands bâtiments, ils sont plus compacts, donc ils émettent moins de carbone. Ensuite, on a une modulation sur le lot 1, le lot B, avec un impact carbone qui est modulé à partir de 10 ou 30 kg. Et on a une modulation sur le lot 2, le lot infrastructure, donc tout ce qui est fondation et parking souterrain, avec un impact carbone qui est modulé à partir de 40 kg. Donc ça, en fait, ça signifie que si on a un lot 2 qui est à 90 kg, notre seuil va être rehaussé de 50 kg, c'est-à-dire 90 moins 40 kg. Donc ce qu'il faut retenir de ces deux modulations, en fait, c'est que les projets un peu particuliers, par exemple sur des sols très mauvais avec des fondations spéciales, eh ben, ils ne vont pas être défavorisés, comme ça pouvait être le cas dans le plus et moins, grâce à ces deux modulations. Ensuite, on a également une modulation sur les données par défaut. Donc une donnée par défaut, en fait, quand on fait une ACV, on a le choix entre prendre une donnée très précise, faite par un industriel, ou une donnée par défaut, qui est faite par l'administration et qui est très pénalisante. Donc on a une modulation ici en fonction du taux de données par défaut qu'on utilise. Mais cette modulation, elle va être très rarement utilisée. Elle va être utilisée vraiment que sur des projets très spéciaux où on a beaucoup de données par défaut. Nous, sur les tests qu'on a fait, on ne l'utilisait quasiment jamais. Ensuite, du coup, on a fait l'exercice de faire une ACV en mode dynamique sur les 3 bâtiments étudiés. Donc, on retrouve ici le découpage suivant les 13 lots plus le lot chantier, avec les 4 seuils évolutifs de 2022 à 2031. Donc, ce qu'on constate, c'est que les seuils de 2022, ils sont atteints sur les 3 bâtiments. Donc, le seuil de 2022, ça a été pensé comme un seuil dit d'apprentissage. À noter tout de même que sur la maison, on passe tout juste le seuil. Donc ça s'explique notamment grâce aux données par défaut, qui sont assez importantes en maison, notamment sur le lot 8 et le lot 10. À noter que sur les bâtiments collectifs, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, ils sont assez compacts. Et là, sur l'ACV, ils sont assez sobres en matière. Donc c'est pour ça qu'ils passent aussi facilement les seuils de 2022. On peut penser qu'avec des bâtiments moins compacts et avec des façades plus chargées, les seuils de 2022 soient déjà dimensionnants. Ensuite, du coup, on a essayé de se projeter en 2025, 2028 et 2031 pour voir si les seuils étaient atteignables. Donc, on a regardé ici sur nos bâtiments de base. Donc ça, c'est les valeurs de la slide précédente. On a juste supprimé le découpage par lot pour simplifier le graphique. Donc, on retrouve nos seuils avec plutôt le seuil d'apprentissage en 2022. Et on a testé ici 2 leviers. Donc, soit l'amélioration du second œuvre, soit le passage en structure bois. Donc, l'amélioration du second œuvre, ici, on a considéré le passage à un parquet,
le passage en menuiserie bois ou les isolants biosourcés, par exemple. Donc ici, c'est un peu le potentiel maximum qu'on pourrait en améliorant le second œuvre. Donc sur les 3 projets, améliorer au maximum le second œuvre, ça permet un gain d'environ 100 kg. Donc qui permet ici, globalement, de passer le seuil de 2025. On a testé également le passage en structure bois. Donc ici, en logement collectif, on passe en CLT, parce que c'est ce qui permet de faire le plus de gains, et en maison, où on passe en ossature bois. Donc là, ici, on voit que les seuils de 2031 ou de 2025 qui sont atteints avec ce mode constructif. Ici, pour faire cet exercice, on s'est projeté en 2025 ou 2028, mais avec la base IGNES de 2021. Donc, il contient quand même pas mal de données par défaut. On a essayé de faire un exercice un peu prospectif après, où on se projetait en 2025 et en utilisant une base IGNES de 2025. Donc, en supprimant en fait des données par défaut. Donc, c'est la slide ici où on prend en compte des hypothèses de suppression de données par défaut. Donc cet exercice prospectif, nous on estime que ça permet un gain entre 80 et 150 kg. Donc ce qui n'est pas négligeable du tout. Là sur nos bâtiments de base, donc sans rien changer à l'architecture et à la conception, on voit qu'on passe déjà les seuils de 2025. Et donc si on combine ça aux améliorations du second œuvre et à la structure bois, on voit que les seuils de 2028 et de 2031, ils sont atteignables. Juste, Thomas, oui. Est-ce que tu pourrais préciser une question qui est liée à ta présentation? Qu'est-ce qu'on entend par amélioration du second œuvre? Donc, préciser les lots qui sont impactés, s'il te plaît. Oui. Et du coup, sur le second œuvre, j'en ai listé quelques-unes. Donc, c'est par exemple passage en parquet, menuiserie bois, isolation biosourcée. Donc, ça va être principalement le lot 5, donc tout ce qui est cloison, doublage et isolation. Ça va être le lot 6, donc le lot façade, avec les menuiseries bois par exemple, ou des volets en bois. Et ça va être le lot 7, donc tout ce qui est revêtement de sol, avec le passage en parquet, ou la peinture, avec de la peinture à carbone par exemple. Merci. Donc sur cette slide, tout de même, attention, parce que c'est quand même un exercice prospectif très compliqué de se projeter en 2025 ou 2028. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes ces valeurs. Ensuite, pour conclure, on a fait une synthèse des impacts de cette RE 2020, donc pour les logements collectifs. Donc de 2022 à 2025, on a un renforcement de l'isolation dû au BBio, mais qui a priori sera accessible à tous les modes constructifs. Et seul le chauffage effet Joule va être contraint, en fait, et devra atteindre environ un BBio RT12 moins 60%. Sur la partie IC construction, il sera a priori atteignable par tous les modes constructifs. Ensuite, pour les logements collectifs, à partir de 2025, on a le renforcement de l'impact carbone des consommations énergétiques, le IC Énergie, donc c'est la fin des solutions 100% gaz, et on a plusieurs solutions types qui pourraient apparaître, donc solutions hybrides gaz plus PAC, pompe à chaleur double usage, encore chaudière bois ou réseau de chaleur bas carbone. On aura un nouveau renforcement de l'exigence carbone sur les matériaux, mais qui a priori sera accessible pour les modes constructifs traditionnels, combinés ou non avec un second œuvre bas carbone. Et ensuite, à partir de 2028 et 2031, on aura des nouveaux renforcements des exigences carbone sur les matériaux, où là, il va falloir améliorer la structure, donc passer en façade bois ou en béton moins carboné, par exemple, et combiner ça avec un second œuvre bas carbone et choisir les meilleurs FDES. Ensuite, sur le confort d'été, qui est un thème un peu plus transversal, il y aura une modification des pratiques dans les zones chaudes, donc les zones de l'arc méditerranéen, et a priori pas d'incidence ailleurs.
À noter quand même que nous, on a testé entre 10 et 15 bâtiments, donc on n'est pas à l'abri que sur certains bâtiments un peu particuliers ou des résidences étudiantes, par exemple, avec des petits logements, les degrés heures puissent être contraignants sur toute la France. On a fait également une synthèse en maison. Donc, en maison, de 2022 à 2025, comme en logement collectif, on a un renforcement de l'isolation, mais qui a priori sera accessible à tous les modes constructifs. Et en logement collectif, en maison, le seuil IC énergie, il est contraignant dès 2022. Donc dès 2022, c'est la fin des solutions 100% gaz, avec à noter tout de même une souplesse accordée pour les solutions dites hybrides, donc gaz plus PAC par exemple, jusqu'en décembre 2023, pour des projets qui avaient déjà prévu un permis avec un raccordement en gaz par exemple. Comme en logement collectif, le chauffage effet joule il sera très contraint. Et on a ici plusieurs solutions types, donc pompe à chaleur, PAC RR plus effet joule, poêle à bois plus effet joule, ou encore gaz hybride. Et sur la partie IC construction, le seuil sera atteignable aussi, a priori, par tous les modes constructifs. Ensuite, sur les paliers 2025, 2028, 2031, on a à peu près les mêmes conclusions qu'en logement collectif. Et sur le confort d'été, on a également les mêmes conclusions. Donc je vous remercie de votre attention et puis je pense qu'on peut passer à la phase de questions-réponses. Merci Thomas. Donc, vont nous rejoindre pour l'église de questions-réponses. Alors, je vous rassure, il y en a pas mal. Hein. J'avais commencé à faire une synthèse pour essayer de les lister, mais franchement, je pense qu'on va les prendre dans l'ordre d'arrivée, parce que je crois que ce sera plus simple. Donc, vont nous rejoindre effectivement pour les questions-réponses. Alors, attendez, je vais remettre ma caméra. C'est mieux. Alors, vont nous rejoindre effectivement donc pour cette question-réponse, cet échange. Donc Thomas Lemerle, donc qui est présent, donc qui est ici, donc ingénieur conseil pôle construction de Pouget Consultant. Donc Lucille Berlia-Camara, donc responsable d'activité environnement et santé au sein de la direction études recherche de Cercal. Et puis David Lebani, responsable de l'activité conseil construction neuve. Alors, bonjour à tous. Ce que je vous propose, parce que il y a beaucoup de questions. Alors, je vais les reprendre. Je pense que je vais les reprendre dans l'ordre. Alors, excusez-moi, je vais remonter. Alors, attendez que Teams va un peu trop vite. Voilà. Alors, première question qui me concerne. Bonjour Monsieur Tifano, avez-vous des éléments en ce qui concerne l'application de la RE2020 au logement foyer, aux résidences autonomie et aux EHPAD? Alors, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est le projet d'arrêté qu'on a en main aujourd'hui va traiter le résidentiel, maison individuelle, logement collectif, et tout ce qui concerne a priori les résidences services ou assimilées à du logement. Aujourd'hui, tout ce qui est résidence autonomie et autres EHPAD va relever d'un arrêté qui viendra dans le deuxième train réglementaire. Voilà la précision que je peux apporter. Thomas ou David, si vous avez plus d'informations sur ce sujet-là, mais les bâtiments qui relèvent plus effectivement plus proches de tout ce qui est établissements médico-sociaux et autres relèveront d'un arrêté qui viendra par la suite. Tout à fait. Voilà. Ensuite, je continue. Excusez-moi, je fais que... Alors, est-ce que l'application de la RE2020 au 1er janvier 2022, oui. Est-ce que c'est la date de dépôt du permis de construire? La réponse est oui. Donc, nous attendons, pour vous préciser, la sortie de l'arrêté concernant le résidentiel. Ensuite, je continue. Ah, bonne question.
Là, je te laisserai répondre, David. Je pense que tu es mieux amené à répondre, même si Alors, dans la réalité, on a parlé effectivement de l'évolution du coefficient de l'électricité qui passe de 2,58 à 2,30. Est-ce une avancée technique ou un choix politique? Bah, je pense que tout le monde a un peu un avis là-dessus. C'est quand même un débat d'experts. On parle de modélisation à l'échelle nationale d'approvisionnement en énergie et il faut qu'on admette nos limites. Nous, on est bureau d'études, on s'est parlé plutôt à l'échelle de la parcelle, donc on n'a pas d'avis arrêté là-dessus. Néanmoins, c'est quand même à relativiser ce 2,3, ça ne baisse les consommations d'électricité que de 10%. Si on pense par exemple au chauffage électrique, eh bien, du fait de ce que tu as dit, Francis, que les besoins de chauffage ont augmenté finalement, la position du chauffage électrique, pour ce qui est des consommations d'énergie, se retrouve similaire à la RT 2012. Ok, merci. Est-ce la fin du gaz pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire? On a déjà un peu répondu par rapport à l'étude. Donc on voit bien. Ouais, vas-y. Non, mais en synthèse, oui, c'est la fin du gaz qui fait l'eau chaude et le chauffage dès 2021 en maison individuelle. Pour le logement collectif, on va pouvoir faire du 100% gaz jusqu'en 2025. Et c'est qu'à partir de 2025, il va falloir décarboner, à minima, par exemple, l'eau chaude sanitaire. Décarboner de manière assez forte, puisqu'on l'a vu, le solaire thermique qui couvre 30% des besoins, même plus, suffira pas à décarboner assez le poste eau chaude sanitaire. Alors ensuite, je pense que ça c'est une question peut-être de bureau d'études. Serait-il possible d'avoir les valeurs de UP? Oui, dans la présentation, on a parlé du UP plancher plutôt que les épaisseurs d'isolant. Bon, là, en l'occurrence, de mémoire, si je dis pas de bêtises, on avait amélioré le coefficient UP du plancher de 0,21 à 0,15, hein, c'est ça, hein, sur l'étude. Thomas. Pour la maison ou avoir tous les UP sur toutes les prestations? Là, on parlait de UP, alors je sais pas, mais je pense que c'est UP plancher, le collectif et la maison. Et qu'est-ce que ça se traduit en épaisseur d'isolant? Mais là, on est sur du plancher ourdi, donc je dirais, on parle bien lorsqu'on est effectivement en tant que thermicien d'un coefficient UP qui va prendre en compte effectivement le plancher ourdi isolant. Donc c'est difficile de le traduire en épaisseur d'isolant, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est la typologie du plancher en fonction de la gamme de l'industriel. C'est un peu délicat de répondre à cette question. Je dirais là, il faut se rapprocher après. C'est pas comme les murs où on dit en gros, on va mettre 12, 13, 14 cm d'isolant, c'est différent, quoi. Donc la question c'était d'avoir des épaisseurs plutôt que des UP. Plutôt que, ouais, tout à fait. UP. Non, mais si on pourra essayer de traduire un peu en termes plus techniques et plus parlants que le UP, ces prestations. Ensuite, une autre question qui raccroche le confort d'été et le calcul du DH. Donc par rapport à la méthode de calcul, comment se fait le calcul de la température intérieure ressentie? Alors, c'est un calcul heure par heure qui va considérer un climat extérieur que celui de la canicule de 2003, puisque c'est vraisemblablement ce qui va nous arriver tous les 2-3 ans d'ici 2050. Et on vient, le moteur de calcul considère une occupation type, des apports internes par l'électroménager, par les occupants, par les systèmes de chauffage, et fait un peu le bilan de tout ça et en déduit la température intérieure. Je sais pas si... J'espère qu'on a répondu à votre question. Ensuite, question sur la perméabilité à l'air. Méthode par échantillonnage, la valeur en prise en compte de 0,8 intègre-t-elle la décote de 0,2 prévue par les textes? Oui, tout à fait. Effectivement, peut-être pour rappeler à tout le monde, quand on était en RT 2012, que la norme, enfin, ce qui était très courant, c'est dans le logement collectif de faire un test par échantillonnage. C'est-à-dire que la porte soufflante pour faire les tests d'étanchéité à l'air, concrètement, on la mettait sur la porte d'entrée des logements et on prenait juste un échantillon de logement qu'on testait. Et puis, si vous vouliez le faire en RT 2012 à l'échelle du bâtiment, eh bien, il n'y avait pas de distinction entre les résultats faits par échantillonnage et faits au global. Désormais, en RE 2020,
quand vous ferez un test par échantillonnage, eh bien, votre valeur sera pénalisée de 20%, donc on augmentera le taux de fuite de 20%. Donc ici, le 0,8, c'est un 0,8 à atteindre par échantillonnage, si je ne me trompe pas, Thomas. Oui, c'est ça. C'est 0,8 par échantillonnage ou 1 au global. Donc ça revient en gros, bon, c'est vrai, pour répondre à Fabrice Monferme, effectivement, c'est que le texte tel qu'il est écrit dans l'arrêté, je trouve qu'il est, dans le projet d'arrêté, excusez-moi, on l'a fait remonter, je trouve qu'il n'est pas très bien rédigé parce que il ferait mieux de nous dire que c'est en fait c'est une valeur de 0,83 par échantillon qu'il faut viser. En gros, ça revient à ça, 1 divisé par 1,2. Mais c'est vrai que dans l'écriture en elle-même, la décote de 0,2, je trouve que le texte, faut le comprendre quand même, tel qu'il est écrit. Oui, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Ça a été fait remonter après. Qu'est-ce qu'il en sera dans l'arrêté final? On a fait remonter nous les problèmes d'interprétation et de lecture qu'on avait par rapport à ces textes. Ensuite, bonjour. Pour les 12 logements, colonne RE 2020. Il respecte donc le niveau RE 2020 avec un niveau RT 2012 moins 22%. Alors, est-ce que c'est la slide? Tout à fait. Donc, on peut peut-être rappeler l'histoire. La modulation. Donc, l'objectif initial annoncé par la ministre, c'était un BBO moins 30%. Ce BBO moins 30%, il y a eu une modulation de l'exigence qui a été mise en place. Donc, il est bien de moins 30% pour les bâtiments qui font plus de 1300 m², mais dès qu'on est en dessous de 1300 m², eh bien, il y a une baisse progressive. Plus la surface est faible, plus le niveau de BBO diminue. Donc un bâtiment de 1000 m², on va lui demander un BBO moins 25. Un bâtiment de 700 m², on va lui demander un BBO moins 20%. Donc c'est dégressif. C'était d'ailleurs, et donc c'est une dégressivité assez forte, ce qui explique que les prestations ne sont pas radicalement différentes de celles de la RT 2012. Oui, et je pense que c'est bien de préciser, c'est en l'état actuel du dernier arrêté qui a été fourni, qui est passé au CSC2E de, je crois que c'est fin avril, parce que c'est vrai que cette discussion du BBO a fait l'objet de retours incessants et de calages au niveau des décalages entre les réunions au CSC2E, des différentes fédérations. Donc c'est sur la base du dernier arrêté qu'on précise bien. Les textes ne sont toujours pas parus. Donc, j'ai dit dans toutes les formations que je fais, les présentations que je fais, soyons prudents tant que les textes ne sont pas parus. Alors, ensuite, 2 questions sur le confort d'été. Comment sont pris en compte l'ouverture des fenêtres, y compris en zone BR2 ou BR3? Bien, dès qu'on est en zone de bruit, pour les degrés-heure, eh bien, on considère que les fenêtres sont beaucoup plus fermées. Et c'est vrai que, par exemple, les occultations perméables qui ont une incidence lorsqu'on ouvre les fenêtres, eh bien, ont un impact positif radicalement moins fort. Alors, autre question complémentaire qui rejoint aussi le confort d'été. Il n'y a donc pas aujourd'hui aucune ventilation nocturne prise en compte dans le calcul, en cas d'occultation opaque type volet roulant. Alors, s'il y a on considère une perméabilité de 10%. Alors, pour répondre exactement à la question, je n'ai pas en tête les scénarios d'occultation qui sont considérés la nuit. Mais il y a quand même une petite ventilation nocturne qui est considérée en volet roulant. Ouais, en volet roulant, en fait, on a 10% de taux de perméabilité à l'air. En occultation perméable, ça va à 50%. C'est pour ça qu'on a autant de gains entre des volets roulants et des occultations perméables. Ensuite, ça, on a répondu notamment dans la différence entre le motorisé et automatique. Alors, je descends. Quid des maisons mono-orientées en bande? Là, si, on peut imaginer que dans certains cas, suivant l'aménagement urbain qui a été prévu, on soit contraint de faire des maisons en bande qui aient une orientation majoritaire un peu défavorable. Donc c'est pas un cas qu'on a testé, mais mon ressenti c'est que ces solutions, elles vont pouvoir passer, mais il va falloir prévoir des occultations un peu plus qualitatives, quoi. Soit une automatisation, soit des occultations plus perméables.
Je vois qu'il y a des questions de plus en plus précises sur le chat, hein, mais c'est bien. Parce que quand je vois le niveau, c'est sûr, et je pense qu'il y a beaucoup, il y a des bureaux d'études aussi qui vont t'inviter parce que vu les questions. Bonjour, le taux de NR. Attendez. Oui, c'est bon, j'ai eu un problème de micro. Le taux de NR d'un réseau de chaleur urbain est-il pris en compte dans le CEP non renouvelable? Tout à fait. Un réseau de chaleur qui a 50% de NR, on va ne comptabiliser dans le CEP-NR qu'uniquement 50% des consommations. C'est pour ça que sur cette slide, je pense que vous les voyez toujours dans les slides. Oui. Là, ici, sur le CEP-NR, on est juste à 44 parce qu'on a 50% de NR. Et d'ailleurs, peut-être pendant qu'on est sur le réseau de chaleur, on voit que le réseau de chaleur ici ne passe pas le seuil de 2025 puisqu'on a considéré un taux d'émission carbone moyen des réseaux actuels, des réseaux de chaleur. Faut savoir qu'il y a une petite dérogation qui a été donnée au réseau de chaleur entre 2025 et 2028. Ils auront un seuil IC énergie qui est un peu un intermédiaire entre les deux lignes que l'on voit ici, pour leur laisser un peu plus de temps de se verdir. Mais en 2028, mais c'est un enjeu quand même pour les réseaux de chaleur, pour tous les réseaux de chaleur, de réussir à atteindre l'objectif de 2028. Ça va pas être simple pour certains réseaux de chaleur, parce que le délai est quand même assez court. Et un point aussi important, nous, côté Cercal, parce que la question est souvent posée par des maîtres d'ouvrage et de promoteurs qui, je pense, pour certains, sont présents aujourd'hui. La difficulté qu'on a aussi sur le label E+C- de valoriser ces taux d'ONR et récupération, c'est qu'aujourd'hui, le contenu CO2 est basé sur un arrêté DPE qui file le contenu CO2 du réseau de chaleur. Ensuite, vous avez comment dire, le réseau de chaleur qui, soit il est nouveau, dans ce cas-là, il va passer par un dispositif titre 5 pour avoir le contenu CO2. Après, le taux d'ONR, c'est difficile, effectivement, pour avoir après comment dire, la pondération dont on a besoin dans le calcul du E+C-, et comme on l'aura demain, pour le valoriser dans le RE 2020. Donc, sachez quand même que nous, on a échangé dernièrement, effectivement, à la DHUP, on leur a dit clairement que aujourd'hui, ça a été dit que Cercal ne peut pas utiliser les taux de chaleur, comment dire, le contenu réseau de chaleur et taux de NR fournis par les gestionnaires du réseau de chaleur. Donc, ils le savent, ils nous l'ont écrit. Et on leur a dit clairement qu'il fallait qu'ils répondent assez vite et parce que le fait d'attendre aussi 2 ans pour avoir le contenu d'un réseau de chaleur vertueux, c'est pas logique. Donc ça relève de 2 ministères, ils sont conscients du sujet. On en a remis une couche dernièrement, de manière qu'on puisse avoir des réponses beaucoup plus claires sur comment l'organisme certificateur peut avancer, parce que ces questions, on les a tous les 15 jours entre les bureaux d'études de les maîtres d'ouvrage. Donc on fait tout effectivement de manière que ça puisse se décompter très vite. Ouais, Il y a ce sujet-là, et il y a un autre sujet par rapport à une question qui a été posée que j'anticipe, quid effectivement du gaz vert. Alors juste pour les réseaux de chaleur, c'est vrai qu'il y a un enjeu de massification et de simplification des processus pour justifier l'impact carbone et le taux de NR des réseaux. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les réseaux de chaleur vont avoir droit de considérer leur impact carbone en se projetant à 5 ans et en justifiant d'un projet de verdissement qui est mis en place. Pour le biogaz, dans l'état actuel, la RE 2020 ne peut pas considérer l'incidence d'un biogaz, du biogaz. On considérera en gaz le taux d'émission du réseau gaz moyen. Sachant qu'on peut dire qu'il y a quand même des échanges entre les représentants effectivement des gaz verts et la DHUP sur le sujet. Et après, est-ce que ça sera prêt? Bon, juste quand même pour la petite anecdote, on arrive quand même à avoir des labels effinergie aujourd'hui où se pose la même question, où les réseaux, dans certaines régions, le biométhane se développe. Donc là, le sujet aussi, il va falloir que les pouvoirs publics puissent répondre assez vite sur cette question importante. Alors ensuite, si je continue, concernant le calcul du DH, vous dites conforme ou non conforme par rapport au seuil haut, pas par rapport au seuil bas. C'est peut-être bien de préciser, je pense, Thomas, ou de rappeler cette histoire de seuil haut et seuil bas. La pénalité appliquée n'est pas assez contraignante pour être prise en compte et plutôt viser le seuil bas. Tout à fait. Donc, si tu peux mettre 2 slides au-dessus.
Merci. Donc on voit ici, il y a le seuil haut à 1250, le seuil bas à 350, c'est le seuil haut qu'on doit atteindre, et entre 1250 et 350, on est en zone d'inconfort tolérable. Et je suis d'accord avec la remarque, c'est que malheureusement, le forfait de pénalisation ne va pas être assez fort pour nous inciter ou nous obliger à aller un peu plus loin sur le confort d'été. Je pense que c'est l'un des bémols sur le confort d'été de cette réglementation, c'est que malheureusement, elle ne va pas nous inciter à changer nos pratiques en dehors des zones H2D, H3, l'arc méditerranéen, alors qu'on le sait déjà, les bâtiments qu'on construit actuellement ne sont pas confortables en période caniculaire, même dans le nord de la France. Et ce qu'on peut préciser aussi, ce qui a été dit par les pouvoirs publics, c'est que sur cette partie confort d'été, cet indicateur DH, de toute façon, fera l'objet d'une clause de revoyure dans les 2 ans, parce que bon, on pressent que c'est un nouvel indicateur qu'effectivement que les bureaux d'études devront se rapproprier et que il va falloir effectivement que laisser le temps que tout se stabilise dans les prochains mois, je dirais dans les un an et demi, de manière après effectivement que l'EDH soit peut-être étendu à d'autres zones climatiques, mais on va voir effectivement comment ces nouvel indicateur va être. Ouais. Un peu plus dur. Pourquoi pas moduler les seuils, même si ça n'a pas été accepté, suivant les zones climatiques. Et puis aussi de réfléchir à peut-être intégrer de nouveaux leviers. Nous, on est assez convaincus que des occultations manuelles qui laissent passer la lumière, c'est des occultations qu'on a envie de fermer beaucoup plus. Et on trouve que ces occultations qui laissent passer de la lumière, les brise-soleil, les volets à projection et autres, sont pas assez bien valorisées dans la RE 2020 actuellement. Alors, autre question sur le confort d'été. Les volets roulants ne sont pris en compte que s'ils sont motorisés dans la méthode. Non, on a le choix. On peut soit mettre un actionnement manuel, motorisé ou automatique. C'est les 3 leviers. La différence entre 100% manuel et motorisé, c'est que le moteur de calcul, par défaut, va considérer que quand ils sont motorisés, l'occupant va un peu mieux les fermer quand il faut et les ouvrir quand il faut. Voilà. Ça améliore un petit peu la situation de passer en motorisé. Mais on pourra faire du manuel quand même. Alors ensuite, autre question. Vous avez évoqué le seuil de CEPNR de 85 et le seuil CEP de 95. Est-ce bien ça? Donc je pense que c'est par rapport notamment à l'arrêté, je pense. Ouais, alors là, c'est un peu la confusion de cette slide, c'est qu'on a vraiment, c'était pour expliquer un peu le mécanisme, mais les seuils qui sont indiqués ici ne sont pas ceux de la RE 2020, c'est vraiment pour expliquer le fonctionnement. Si tu vas à la slide d'après, on va retrouver le CEP, et le CEP, la valeur pivot, c'est 70 kWh pour le CEP NR, et Thomas, je l'ai plus en tête pour le CEP, normal. 85. 85. Alors ensuite, sur l'éclairage des parkings. Seuls les parkings souterrains sont pris en compte ou également les parkings aériens? C'est une bonne question. On prend en compte les parkings aériens, oui. Ouais. Ensuite, est-ce que des études en coût global ont été réalisées dans le cadre de ces calages réglementaires pour les différentes solutions énergétiques? On a fait quelques nombreuses études pour évaluer les incidences économiques de la RE 2020, surtout en logement collectif, et les ordres de grandeur qu'on a en tête, c'est que en 2022, l'incidence du BBO, ce sera environ 30 € du mètre carré Chab. Puis pour les systèmes, on va sûrement faire comme aujourd'hui, entre 2022 et 2025. Donc il n'y aura pas de surcoût. Et après, le surcoût en 2025, ce sera soit le passage en pack double usage ou le passage en solution hybride. Et alors c'est un ordre de grandeur, mais on va dire que ça va être 10 à 20 € du mètre carré Chab à mettre en plus. Et ici, je ne chiffre pas le surcoût du IC construction, puisqu'on l'a vu, c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qu'on va nous demander, quelles vont être les évolutions des données environnementales, donc d'anticiper l'impact sur le IC construction, et je ne chiffre pas non plus l'incidence sur le confort d'été dans la zone H3. Donc là, Thomas l'a montré, c'était mettre des occultations perméables, par exemple, c'est un levier qui marche bien.
c'est un surcoût très variable, puisque la perméabilité, on peut l'amener avec des volets battants ajourés, qui est une solution pas chère, comme avec des brises soleil, qui est une solution bien plus chère. Alors ensuite, une question encore sur le BBio. Un BBio moins 60%, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est une enveloppe de type Passive House? Oui, c'est là vraiment ce qu'on a encadré en bleu, c'est à fort renforcement, donc on se rapproche du Passive House. Le Passive House, les prestations standards, c'est des résistances thermiques de 8, plus de pont thermique, triple vitrage, double flux. On n'en est pas là quand même, mais on commence à voir, c'est une façade bois, très bien isolée, plus de pont thermique, toutes les parois, on va un peu aux limites du possible. On reste en double vitrage, on est un peu à la limite double vitrage, triple vitrage. Donc c'est quand même, autant dans les prestations que dans la manière de concevoir le bâtiment, c'est quand même un saut fort dans la manière de concevoir. Donc on sent que les solutions qui sont encadrées en bleu, ce sera des solutions ce sera vraiment un marché de niche, ce sera pas le gros du peloton. Alors ensuite, une question sur la maison individuelle. Et est-ce qu'on a eu, alors j'ai plus en tête si on a eu, étudié des solutions en solaire thermique en maison individuelle. Oui, alors on n'a pas présenté ici, mais on a fait avec Thomas une étude pour Enerplan pour essayer de voir un petit peu quelles pouvaient être les situations dans lesquelles le solaire pourrait tirer son épingle du jeu. Et en maison individuelle, le solaire thermique, même quand on obtient des taux de couverture très élevés sur l'eau chaude sanitaire, ça ne suffit pas. Il va falloir que le solaire thermique intervienne aussi sur le chauffage, donc s'orienter plutôt des solutions solaires combinées. Alors, ou alors, alors, je ne sais plus, la question c'était sur le solaire thermique? Oui, en maison individuelle. En maison individuelle, ou alors le solaire thermique, il aura toute sa place aussi quand il s'associera à une pompe à chaleur, une chaudière bien évidemment. Et en association avec du gaz, il va falloir aller décarboner aussi le chauffage. Alors ensuite, les solutions système énergétique logement collectif compatible 2025, avec un léger renforcement du bâti, on est sur un BBio à environ combien? Pour parler en RT 2012, c'est peut-être ça qui parle le plus aux gens. On parle d'un BBio moins 30% par rapport à l'RT 2012 en base. Et bien là, il faudra peut-être atteindre moins 40 ou moins 45% suivant les solutions. Donc c'est une isolation intérieure un peu plus poussée et c'est pas d'erreur sur la forme globale du bâtiment. Le bâtiment plutôt compact, on va dire, sans pour autant être un cube, hein, mais on voit parfois certains bâtiments très découpés. Eux, ils seront peut-être challengés dans cette situation-là. Ensuite, une question, comment va-t-on maîtriser l'impact financier de ces études d'énergie et carbone pour les futurs propriétaires de maisons individuelles? Bonne question. L'incidence des études des bureaux d'études. Comment va-t-on maîtriser l'impact financier de ces études pour les futurs propriétaires de maisons? Et oui, il y a forcément un coût sur l'étude ACV qui est non négligeable. Oui. Bon, on multiplie presque par 2 la prestation, le temps de travail. Donc oui, c'est une incidence. Après, sur l'occupant, sur l'acheteur, faudrait faire le calcul et voir quelle incidence ça a sur le prix global des logements, mais je suis pas certain que ce soit décisif. Alors, on me dit qu'il faudrait conclure dans 5 minutes. Alors, je vais essayer d'avancer un peu plus dans les questions parce que je vois pas la fin des. Je vois alors, question, l'indicateur MGES disparaît-il de la méthode? Oui, il disparaît. L'indicateur MCGES est un indicateur en RT12 qui permettait de donner un droit à consommer supplémentaire pour les solutions bois et réseau de chaleur. Donc, il est abandonné et c'est un peu l'articulation entre le CEPNR et le CEP qui va jouer ce rôle. Ça a exactement la même incidence. On donne un droit à consommer supplémentaire pour les solutions renouvelables. Ensuite, qui va calculer l'impact lycée construction, l'impact climatique de lycée construction, le thermicien, l'architecte, l'économiste? Alors, je suis peut-être pas objectif, j'aurais tendance à dire que c'était plutôt les bureaux d'études, mais tout le monde a accès, hein, tout le monde sera en droit de le faire. Donc, on peut imaginer des bureaux d'études de tout type ou les économistes. Voilà. En tout cas, j'ai le sentiment que les bureaux d'études thermiques fluides sont prêts à relever le challenge. Oui, je pense qu'on va trouver aussi des bureaux d'études qui auront effectivement la double casquette, qui vont calculer les indicateurs énergétiques et les indicateurs environnementaux. Surtout qu'il y a, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, les équipements
ont un impact carbone important. Le choix des énergies, le choix de l'enveloppe du bâtiment, en fait, tout est lié. L'EIC construction, l'impact carbone des matériaux est très lié au choix qu'on va faire côté thermique, côté équipement. Donc pour moi, il faut absolument que l'acteur qui va coordonner ça, il ait la maîtrise de l'ensemble des indicateurs. Sinon, ça va nécessiter des allers-retours et des échanges un peu compliqués, je pense. Ensuite, est-ce que les simulations faites prennent en compte les aspects acoustiques et sécurité incendie? L'incidence acoustique, non. Alors, on pense par exemple des doubles fenêtres ou un survitrage ou des choses comme ça, effectivement. On n'a pas creusé ce sujet. Et sécurité incendie, je vois pas quelle incidence on pourrait avoir. Changement de type d'isolant suivant les modes constructifs, suivant les familles. En résidentiel, c'est moins impactant, j'ai l'impression. Moi, ce que je peux préciser, c'est côté Cercal, notamment sur les aspects acoustiques. On voit bien effectivement, et c'était dit tout à l'heure, que les pompes à chaleur vont arriver avec effectivement la RE20, vont se déployer de plus en plus. Donc les aspects acoustiques, notamment sur les groupes extérieurs et autres, c'est des choses qu'on est en train de regarder de très près, notamment par rapport à cette RE2020. Donc on voit bien que ça va effectivement, l'arrivée de la RE2020 va aussi remettre en avant, je dirais, des aspects effectivement liés à l'acoustique et d'autres. Ensuite, je continue parce que sinon je vais me faire attraper par la patrouille. Pouvez-vous me donner un exemple sur la suppression des dead entre 80 et 150 kg? C'est beaucoup sur les équipements. Sur les équipements, on a vraiment très peu de valeurs détaillées. Et après, je ne sais pas si Thomas, tu as en tête des valeurs par défaut sur les lots. Il y a vraiment tous les lots CVC électriques, pour le moment, ils sont dans leur grande majeure partie caractérisés par des dead. Et après, sur les lots plus classiques de 1 à 7 sur la structure et autres. Donc la structure, c'est très rarement des dead. Il y a encore quelques éléments de seconde œuvre, mais c'est vrai que c'est plus rare. Ensuite, d'autres questions liées au carbone. Je suis quand même rassuré parce que les fiches de la base Ignace sont en ACV statique. Comment intégrer la composante dynamique? Alors c'est le point qu'a soulevé Thomas, c'est que pour le moment, vous ouvrez la base Ignace, vous pouvez comparer 2 matériaux entre eux, mais il n'y a pas de traduction déjà sur la durée de vie. Chaque matériau a sa durée de vie différente, donc il faut toujours se mettre sur 50 ans. Et il n'y a pas de traduction en dynamique. Donc je ne sais pas quelle décision va être prise, mais pour nous, il est indispensable qu'il y ait une traduction en dynamique et sur 50 ans des fiches dans la base Ignace. Si ce n'est pas fait par la base Ignace, je pense que ce sera fait par d'autres parce qu'on a besoin de ça, nous, pour comparer les éléments. Et ça ne nécessite pas que les acteurs refassent les fiches FDES. Il y a juste un post-traitement à faire pour faire cette traduction. Alors ensuite, comment calculer les anciens lots forfaitaires? Comment calculer les anciens lots forfaitaires, en particulier le lot 8 en phase conception? Il semble compliqué de réaliser les quantitatifs. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait sur différents bâtiments, de manière exhaustive, différents modes constructifs. Et de toute façon, je pense que tout l'enjeu pour les bureaux d'études ici, en phase conception, ça va être de se construire des ratios de quantité suivant les situations, le type de bâtiment et le type de système. Et il va falloir qu'on se fasse des outils chacun pour pouvoir rapidement évaluer l'impact. Mais ça va passer forcément par un moment de le faire de manière détaillée dans X cas pour faire un peu des situations représentatives, quoi. Ensuite, quid des tests en fin de travaux pour la ventilation? Alors là, je peux répondre. Concernant la ventilation, donc il y aura une obligation de mesure débit-pression à réception par des opérateurs ou entreprises qui auront une qualification obligatoire. Tout sera basé sur la mise en place d'un protocole qui est en cours de définition par les pouvoirs publics. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Ensuite, dans le cadre d'une extension de bureau où le permis de construire sera déposé en début 2022, est-ce que la RE2020 qui s'applique ou est-ce toujours la RT 2012? Les bureaux, comme tu l'as dit, Francis, ils seront encadrés par des arrêtés qui sont vraiment qui sont encore en cours de définition, qui ont pris un peu de retard par rapport au résidentiel. Et donc on pressent qu'il a été annoncé une application au 1er janvier
et entre le 1er janvier et le 1er juillet, il y a des chances que ce soit décalé vu le retard, donc a priori non. Mais après, c'était peut-être une question sur les extensions. De manière Dans le cas générale. d'une extension de bureau où le permis de construire sera déposé, est-ce que ça s'applique ou est-ce toujours la RT 2012? Pour moi, elle sera encadrée par la RE 2020 si la date d'application, si l'extension est faite après la date d'application. Question plus large, comment allons-nous produire tout le bois nécessaire, chauffage, construction, etc. Alors, comme l'a dit Thomas, alors c'est vrai qu'il y a eu au début des annonces qui ont peut-être pu être interprétées comme quoi d'ici 2031 on allait faire que du bois construction. Comme l'a dit Thomas, on a fait des études prospectives qui sont à prendre avec des pincettes, et là on essaie de se projeter en 2031 pour comprendre quelles vont être les incidences sur les modes constructifs. Et de notre point de vue, il n'y aura pas de 100% bois en 2031. Il y aura un peu plus de bois parce qu'il sera mieux positionné, mais les solutions constructives classiques auront encore leur place. Il va falloir qu'elles se décarbonent un petit peu, les modes constructifs, et qu'elles s'associent à un second œuvre bas carbone, par exemple. Et donc voilà. Donc, on fera en fonction des ressources et on aura la capacité de trouver des alternatives. Et puis pour le bois énergie, là encore, je pense pas que ça va être la révolution sur le bois énergie, la RE 2020. On en fera un peu plus parce que le gaz sera un peu plus contraint, mais je pense que la solution qui va prendre de la place, c'est la pompe à chaleur. Voilà, après il y a encore quelques petites questions, mais là je pense en termes de timing, je pense qu'on a dépassé le temps imparti. Je te redonne la main, Lisa. Oui, effectivement, on va devoir arrêter. On a bien noté toutes les autres questions. Donc, ce qu'on vous propose, de toute façon, le replay va vous être envoyé, la présentation également. Et si vous en êtes d'accord, Thomas et David, on mettra vos coordonnées mail dans le mail d'envoi. Et vous pourrez peut-être continuer les échanges et répondre à ces dernières questions. Bien sûr, avec plaisir. Très bien. Eh bien, merci à tous pour cette présentation et pour vos participations. Et donc, voilà, vous recevrez tous ces éléments en tout début de semaine prochaine. Merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.